Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Le visa de travail américain devient un véritable produit de luxe. Il passe à 100 000 $. Alors, quelle est la véritable stratégie derrière cette flambée des prix? Le S&P 500 a, lui, atteint le chiffre symbolique des 6 666 points. Une simple superstition ou une véritable malédiction? L'accord à 100 milliards entre Nvidia et OpenAI est-ce un mariage de raison ou le début d'un monopole sur l'intelligence artificielle? L'accord de défense mutuelle entre l'Arabie saoudite et le Pakistan doit-il être entendu comme un signal géopolitique fort? Et enfin, chez nous, la privatisation de la banque Belfius, qui pourrait avoir lieu d'ici fin 2026, est-elle une bonne stratégie ou juste le moyen pour l'État de récupérer quelques sous? Ce sont les questions que je soumets cette semaine au regard décalé d'Hamid Fadjaoui. Soyez les bienvenus. Bonjour Hamid Fadjaoui. Bonjour Gaël. Une semaine encore bien riche en actualité, Oui, c'est la beaucoup rentrée. de choses à évoquer. Je pense qu'on va devoir demander à notre direction d'allonger un peu ce podcast. On ne peut pas faire le tour de l'actualité comme ça en Encore 20, plus 15 de ou 20 travail, minutes. Gaël. Non, mais non, plus C'est de ton côté temps. esclavagiste, à mon Pas du avis, tout, c'est c'est pas que j'aime en possible. parler avec toi. Oui. Et là, j'ai pas mal de choses à te proposer. Je voudrais qu'on commence par cette petite gifle aux États-Unis. Après, il y en a une chaque semaine, tu vas me dire. Oui, Mais tous les jours, oui. Ouais, tous les jours, oui. Celle-ci a quand même un impact assez important. C'est cette décision de Donald Trump de faire passer le visa H1B, qui est destiné donc aux travailleurs étrangers, à un coût de 100 000 $. Rappelons que jusque-là, en fonction de la taille de Par tête de l'entreprise, pipe, par tête de pipe, ça tournait autour entre 1 700 et 4 500 $. donc rien à voir. Donc on passe vraiment à un truc ultra conséquent. Un décret qui est signé, j'ai presque envie de te dire dans l'urgence ou peu importe, mais c'est pas clair en tout cas pour les travailleurs. Il y a une espèce de pagaille à la Silicon Valley. Les entreprises comme Microsoft, par exemple, vont contacter leurs travailleurs étrangers en leur disant: «Si vous êtes sur le sol américain, vous ne bougez pas, vous y restez, vous prenez surtout pas un avion pour rentrer parce qu'on pourrait avoir des problèmes après». On est donc là dans un espèce de séisme du travail aux États-Unis. C'est quoi la volonté? Juste protéger les travailleurs de la tech américaine? Oui, c'est ça l'objectif en tout cas affiché par Donald Trump et ses équipes, qui est pas nouveau, hein, ils en parlent depuis des années. D'abord, il faut rappeler c'est quoi ce visa H1B? Il y a une icône, je dirais la Silicon Valley, j'ai oublié son nom, mais ça me reviendra, qui disait que le véritable secret de la Silicon Valley, c'est pas les data centers, c'est pas ceci, cela, c'est ce fameux visa qui permet d'importer, si je puis dire, des gens brillants, des scientifiques, des doctorants, des informaticiens, et cetera, dont la majorité viennent d'Inde, hein, puisqu'après à peu près 71% Dans les des 2, moi, j'ai comme chiffre. 72, bah, voilà, on est à 1 près, donc voilà, de ces visas sont octroyés à des Indiens et puis après, je crois que c'est la Chine qui arrive en deuxième position. Alors, ça embête les républicains et tout l'entourage de Donald Trump parce qu'ils ont l'impression que les chouettes jobs ou les jobs intéressants sont donnés d'office à ces Indiens ou ces Asiatiques, que finalement c'est une sorte de dumping puisqu'ils ne les payent pas aussi bien que de jeunes Américains. Alors après, c'est à voir s'ils sont aussi bien formés que ces Indiens ou pas, et cetera. Et donc ils estiment que ça doit être America first, non seulement pour, les produits, les marchandises, mais aussi pour le capital humain. Donc de leur point de vue, ça tient la route, ça tient la route. Ça se tient, mais ceci étant, contrairement à chez nous où quand on prend une telle décision, il y a 1 an, 2, voire plus avant la mise en place, effective de la décision. Ici, cette décision, elle prend cours immédiatement. Les contours sont en plus un peu flous. On ne sait pas si au moment où on quitte, on devra payer en sortant parce qu'on c'est entré en cours et des entreprises américaines étaient engagées avec un certain nombre de personnels étrangers. Donc ça met quand même en péril les entreprises américaines. Oui, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à Wall Street, un certain nombre de sociétés cotées qui font appel beaucoup à la sous-traitance, asiatique et notamment indienne ont perdu un peu quelques plumes, voilà. Après, c'était prévu, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il en parle. Alors, bah, c'est du Trump, il le fait de manière un petit peu abrupte. Au début, on pensait même, parce que ça, c'est une décision qui date d'il y a quelques jours, on pensait même que ce serait chaque année. Finalement, c'est une fois pour toutes, 100 000 $. Et puis, ça n'est valable que pour les nouvelles demandes de visa, donc pas pour les anciennes. Donc il y a quand même un bémol, donc lui et ses équipes ont été à l'écoute quand même du lobby
de la Silicon Valley, mais c'est quand même un message assez important. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais strictement rien. Heu, soit effectivement, ils arrivent à trouver les gens aux États-Unis. Bon, c'est pas évident, parce que souvent les meilleurs étudiants viennent d'Asie. Hem, je dirais les sociétés américaines se diront: «Bon, on va continuer à faire appel à ce visa, même si c'est à 100 000, mais on va prendre la crème de la crème et puis pour le restant, on travaillera avec des Américains qui coûteront sans doute plus cher», j'en sais rien. Après tout, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour nous, notamment au niveau européen, dans le sens où peut-être que ces personnes-là, hyper diplômées, très, très douées, viendront peut-être chez nous plus facilement. J'en sais rien. Voilà. C'est un point de vue. Il est possible que, Donald Trump se dise au-dessus: voilà, ça va renflouer les caisses de l'État». Oui et alors après, ce sera peut-être un peu plus subtil parce qu'en fait, on fait appel aux Indiens à 80. Ils restent chez eux. En fait, c'est de la sous-traitance à distance et avec le télétravail, on peut le faire et puis il y a une partie, c'est onshore, comme on dit, ils viennent sur place et peut-être que la partie justement, travailleurs qui restent chez eux va se développer davantage et c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour l'Inde. C'est-à-dire que peut-être que leurs meilleurs cerveaux vont rester davantage chez eux et développer d'autres nouveautés, d'autres innovations dans leur pays. Donc voilà, je crois que, passer le coup d'effroi, faut voir un peu comment ça va se dérouler. Je peux aussi comprendre, c'est rare que je sois d'accord avec Donald Trump, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, il veuille casser cet effet d'aubaine pour les entreprises américaines, puisqu'effectivement, bah, elles ont des gens qu'elles engagent, qui sont payés beaucoup moins cher que les Américains et donc si on veut développer, je dirais, la technologie américaine, made in America avec des jeunes Américains, faut peut-être leur laisser une chance, d'entrer dans le marché du travail, mais c'est à discuter. Passer de 4 500 à 100 000, on est quand même sur du radical, hein, comme, Ah mais c'est typiquement américain, on n'est pas dans la nuance, c'est pas dans oui, on n'est pas dans la dentelle. Quand ils y vont, ils y vont. Ouais, effectivement, ouais. Alors parmi ces visas, 17 sont attribués à des travailleurs à New York, hein, tu l'as dit, Wall Street était très, très concerné par cette, mesure de Donald Trump et pourtant, c'est les aléas de la bourse, hein, cette, volatilité. On a vu lundi ce S&P 500, hein, dont on a régulièrement l'occasion de parler, qui réunit les 500 plus grandes entreprises cotées aux Et États-Unis, qui est le vrai heu, phare de la bourse de de la bourse de New York. Il franchit le cap symbolique des 6 666 points, un chiffre diabolique, oui. hein. Est-ce qu'on est dans juste une superstition ou est-ce qu'il y a un véritable signal là derrière? Non, évidemment, c'est une pure superstition. C'est vrai que le chiffre 666 est toujours associé à des aspects maléfiques, à l'antéchrist ou que sais-je et donc c'est vrai que ça a rappelé des souvenirs dans le sens où quand la crise, des subprimes a éclaté en 2008, à un moment donné, on a fait que baisser, baisser et Plancher? le plancher, c'était 666. Ouais. Voilà et Donc là, c'est le plafond? donc ici, c'est 10 fois, 66 puisqu'on est à 6 666 et donc ça a rappelé quelques souvenirs. Après, c'est vrai que la bourse se joue à se faire peur en se disant: «Bah, est-ce que finalement on n'a pas été trop, trop, trop haut?» Mais c'est une discussion qu'on a déjà ensemble et que les analystes financiers ont ça depuis plusieurs semaines en disant: «Bah, est-ce que les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel?» Certains ne le pensent pas et commencent à sortir, je dirais, en partie du secteur technologique et d'autres ne jurent que par le secteur technologique et on l'a vu encore cette semaine avec, les annonces, on en a parlé la fois passée d'Oracle, qui a fait un accord avec OpenAI pour 300 milliards, donc c'est pas anodin. Et là, ils viennent d'en faire un avec Nvidia, qui va investir 100 milliards dans OpenAI OpenAI, ouais. pour construire des infrastructures qui vont être très, très importantes pour leur permettre de faire les calculs dont ils ont besoin pour l'intelligence artificielle. Alors, j'ai vu qu'en termes de consommation, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. C'est dire la capacité de calcul, puisqu'en fait, OpenAI, en fait, c'est intéressant. Si tu veux, les cours ne font qu'augmenter. Ce sont des signaux qui sont envoyés, je dirais, aux investisseurs en disant: «Bah, là, on croit vraiment dans l'avenir» et d'ailleurs, on met, 100 milliards dans OpenAI et là, c'est, si tu veux, la plus grande, entreprise cotée au monde, en tout cas en valeur, en capitalisation boursière, c'est-à-dire Nvidia, Nvidia, ouais. qui fait 4 000 milliards et qui s'associe très directement avec la plus grande société non cotée au monde qui elle-même pèse 500 milliards. Donc c'est énorme et donc ça rassure un certain nombre de gens. Alors évidemment, pour le moment, ce sont des dépenses, ce sont des investissements, mais ça, c'est un petit peu le côté incantatoire de la bourse et puis surtout, la bourse achète surtout des promesses. On a déjà utilisé l'expression ici que c'est la bourse, c'est le Une commerce. histoire. Bah, ils achètent des promesses ou c'est le commerce des illusions. Tu le vois comme tu veux, positivement ou négativement et donc on achète les futurs profits pardon. On part du principe que bon voilà, l'IA va bouleverser la santé, l'éducation, la finance, l'industrie et cetera
et que pour ça, bah, elle a besoin, d'une infrastructure et alors après certains se disent: «Oui, mais hem, ça rend quand même, fragile aussi que ce soit Nvidia ou OpenAI parce que les 2 se tiennent par la barbichette. L'un a besoin de l'autre et je pense que d'ailleurs les 2 premiers clients de Nvidia, donc vendeurs de puces technologiques très, très, très haut niveau, font, je crois, 39 de son chiffre d'affaires. Donc c'est un peu malsain, mais la bourse, pour le moment, regarde plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Bah, c'est sûr que moi, quand je vois cet accord entre OpenAI et Nvidia, 100 milliards, rappelons-le, hein, 100 Ouais, milliards sans de délire. dollars, c'est monumental. Bah, ça me rappelle, un des sujets qu'on évoquait il y a quelques semaines de, Mistral en France et Oui. ASML aux Pays-Bas avec 1,3 milliard de 1,7 et 1,3, qui venaient ouais. de ASML. Et là, c'est vrai qu'on se dit: «Mon Dieu, l'Europe On va joue faire» pas dans la même ligue. non, on va rester dans les gradins, en fait, là, comme on est. Ah, tel que c'est parti, oui, clairement, c'est pas l'IA ne se fait pas chez nous. On a les cerveaux, d'ailleurs, la plupart de nos bons cerveaux sont partis aux États-Unis. On en a parlé aussi avec les Indiens. Il y a pas que les Indiens, qui ont nourri la Silicon Valley, aussi un certain nombre d'Européens, notamment pas mal de Français, qui sont beaucoup appréciés pour leurs compétences mathématiques. Nous, on est sur les gradins. C'est vrai que l'IA, bah, se fait aux États-Unis ou par exemple en Chine, puisque pas plus tard que cette semaine, on a vu que Jack Ma, qui revient avec Alibaba, a aussi annoncé des investissements très importants dans l'IA et il n'a pas fallu plus pour que le cours d'Alibaba augmente. C'était le cas aussi d'Oracle, hein. Oracle a pris 36 en une journée, Ouais. uniquement parce qu'ils avaient annoncé cet accord de 300 milliards. Et ici, Nvidia a pris 4%. Enfin, uniquement aussi pour avoir annoncé ce deal de 100 milliards, mais 4% sur 4 000 milliards, ça veut dire 120 milliards en une journée. Alors qu'il y a des boîtes colossales sur le CAC 40 qui pèsent même pas 120 milliards, ni même la moitié de ça. Tant qu'on parle d'accords qui peuvent changer le cours du monde, alors on va changer un petit peu de registre puisqu'on va Mmh. plonger en géopolitique cette fois-ci. Mais, accord assez important quand même entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan qui se promettent une, défense mutuelle l'un et l'autre. Alors, il y a pas mal de questions évidemment qui peuvent se poser autour de cet accord. Est-ce qu'on est dans une nouvelle donne stratégique de la scène géopolitique? Est-ce qu'il y a là, d'une certaine manière, un mariage qui officialise la relation de longue durée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi en réaction au conflit israélo-palestinien et où on essaye de se protéger davantage, voilà, toutes ces questions peuvent se poser. À quel point finalement cet accord peut être important à l'avenir? Alors, c'est surtout une réaction à l'attaque de Doha, puisqu'en fait, bah, l'armée israélienne a ciblé, des dirigeants du Hamas qui étaient supposés dans un bâtiment, au Qatar, donc au centre-ville, voilà, à Doha, donc la capitale du Qatar. Et donc, ça a beaucoup marqué les Qataris en se disant: «Bah, voilà, on a une base», on en a parlé, je crois, la dernière fois, qui est la plus grande base du Moyen-Orient, pour laquelle on paye à peu près 1 milliard de dollars chaque année. Et on s'est rendu compte que cette base, finalement, elle ne nous protège pas puisqu'on n'a rien vu venir, on n'a rien pu faire. Notre intégrité territoriale a été souillée, si je puis dire. Et les Saoudiens en ont tiré la même conclusion parce qu'eux-mêmes ont vécu ça en 2019 lorsqu'il y a eu des drones venant d'Iran ou d'ailleurs ont atterri sur des champs pétrolifères aux États-Unis, en Arabie Saoudite, pardon. Les États-Unis ne sont pas intervenus. Et là, c'est la deuxième fois. Et donc, ils ont un peu perdu confiance. Après, ils ne sont pas totalement libres de mouvement. Et ici, je pense, c'est plutôt un message qu'ils ont voulu envoyer peut-être aux États-Unis, peut-être aussi en Iran, parce que les Saoudiens se méfient toujours des Iraniens, c'est toujours leur ennemi perse ennemi, leur ennemi chiite. Et d'où cet accord avec le Pakistan, qui est un accord en fait d'assistance mutuelle. Autrement dit, si l'Arabie Saoudite est attaquée, le Pakistan Intervient. intervient et vice-versa, en sachant aussi qu'il y a une spécificité, c'est que le Pakistan est le seul pays musulman à avoir l'arme nucléaire. Ouais. Et donc, à travers le Pakistan, c'est aussi une alliance avec la Chine, puisqu'évidemment, l'armement pakistanais est essentiellement fourni par la Chine. Donc ça, c'est une manière sans doute, je ne suis pas dans les pensées du prince héritier saoudien, de montrer aux États-Unis qu'ils peuvent eux aussi diversifier je dirais, leurs fournisseurs. Cela dit, ça peut être aussi un bluff et ça peut être quelque chose qui se retourne contre eux dans le sens où les armes qui sont disponibles sur le sol saoudien et notamment les armes antimissiles SAR, je veux dire, il y a une maintenance, il y a une expertise américaine. Et si demain les Américains bloquent, eh bien, ils ne pourront pas les utiliser. Donc, ça risque de se retourner contre eux. Donc, en fait, ils risquent de perdre aussi la garantie, sauf qu'aujourd'hui, ils ont peut-être l'impression qu'il n'y a pas une vraie garantie ou un vrai parapluie militaire américain.
Ça peut aussi avoir d'autres effets collatéraux, c'est-à-dire que les Indiens pourraient se dire: «Bah, voilà, les Saoudiens et les Pakistanais font une sorte d'OTAN islamique, nucléaire. Ah bah, je vais me rapprocher encore plus, des Israéliens». Voilà, donc on ne sait pas où ça va aller. Je pense qu'il y a une partie de coup de bluff. Je pense pas qu'ils pourront aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vraiment, si l'Arabie Saoudite devait être attaquée, est-ce que le Pakistan oserait vraiment intervenir? Mais en tout cas, c'est le message qu'ils essaient de faire passer à l'étranger, ouais. Ouais, il y a au moins un signal, quand même Il y a important, un c'est signal, on est plus dans, ouais, une sorte de théâtre d'ombre, de psychologie, de bluff, de semi-bluff, ouais. Autre sujet complètement différent parce que là, on va revenir chez nous et je lisais dans le Forbes Belgique, Bonne heu, lecture. il C'est moins bien que le Trends Tendance, mais quand même, ouais. il ramenait un peu la saga Belfius, sur la table. Quand je parle de la saga Belfius, c'est l'idée, à un moment peut-être, de, privatiser une partie de cette banque qui aujourd'hui appartient 100 à l'État. Oui. J'avais rencontré lors des résultats, Marc Rézière qui semble tout à fait pour Qui est cette le donc idée-là. le CEO, le patron de Qui est donc effectivement le CEO de Belfius et en lui posant la question: «Est-ce que vous êtes favorable à une privatisation?» Ça lui paraissait même logique de se dire qu'à un moment, bah, une banque, si elle appartient complètement à l'État, a pas la même indépendance et que céder une partie, ça pourrait être une bonne idée, tant pour Belfius qui pourrait du coup ouvrir un peu son capital, que pour l'État finalement qui pourrait récupérer un petit pactole qu'on envisageait à l'époque pour la défense. Il semblerait dans les discussions qui sont en cours que cet accord avance de plus en plus et nous amènerait peut-être à une privatisation pardon, d'ici, la fin, 2026, donc dans un peu plus d'1 an maintenant, avec à la clé 2 000 000 voire 2,5 milliards pour, l'État belge. Bonne ou mauvaise idée? Alors, si c'était stratégique, je dirais que peut-être on pourrait considérer ça comme une bonne idée. C'est une vraie question. On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin que toutes les banques soient privées, privatisées, ou est-ce qu'on ça a du sens d'avoir une banque, publique? Moi, je suis plutôt option 2. Je pense qu'avoir une banque publique, ça a du sens. Est-ce qu'elle doit être détenue à 100 par l'État? Ça, c'est une deuxième question. On l'a vu, par exemple, avec Proximus, ça. Alors ici, c'est pas d'abord une réflexion stratégique de l'État. L'État a sauvé Belfius en Oui. 2011, a mis 4 milliards. Aujourd'hui, bah, Belfius va bien. va bien, grâce au travail qu'a accompli, Marc Rézière et les équipes, et donc selon les sources, on évalue cette banque entre 12 et 16 milliards. Bon, au sein de la banque, ils pensent plutôt que ça vaut 16, d'autres pensent que ça vaut 12 milliards. Ah moi j'ai vu 8 aussi, hein, donc Voilà, ça voilà, dépend des mais jours. enfin, c'est plutôt 12-16 qu'on voit le plus souvent. Enfin, après, voilà, tout ça, il y aura une due diligence et puis voilà. Et donc l'État cherche à avoir 2 milliards, mais et donc c'est pas une privatisation ou plutôt une ouverture du capital parce c'est une réflexion stratégique, c'est tout simplement parce que l'État a A besoin besoin de deux d'argent. milliards. Et le 2 000 000 donc on parle de 20 de privatisation, 2 milliards pour 20 sur une estimation en prenant la plus basse à 12. Il y a quand même un problème de calcul. Oui, mais ils les auront peut-être pas comme ça. Après, ça fera l'objet de discussions. D'abord, il faut voir qui va acheter ces parties-là, ou ils seront sans doute à plusieurs. Et puis, il faut d'abord voir si ça intéresse les gens, parce que l'État restera quand même majoritaire avec 80 ou 70. Et donc les gens, s'ils ont 20, bah, ils vont peut-être demander une décote minoritaire en disant: «Oui, effectivement, si on prend un calcul arithmétique, ça vaut autant, mais comme j'aurai pas grand-chose à dire et que ce sera l'État qui décidera tout et que l'État, c'est quand même pas nécessairement toujours le meilleur des actionnaires, eh bien, je vous le rachète, mais avec une décote de X pour cent, je ne sais pas laquelle». Mais il faut rappeler juste que l'État, en fait, n'a pas trop le choix de vendre cette partie-là de Belfius, parce qu'en fait, ils ont besoin de cet argent-là pour effectivement respecter les fameux 2 de la défense dans le PIB. Alors, ils auraient pu vendre BNP Paribas parce qu'on a aussi, je crois 5,6 dans BNP Paribas, donc la maison mère en France, mais elle rapporte 300 millions chaque année, et c'est un taux qui est plus élevé que le taux, enfin, que Mmh. le taux d'intérêt de la dette, donc c'est pas intéressant. Là, on pourrait le vendre tout de suite en 48 heures parce que, la bourse est liquide et on pourrait vendre cette partie-là, mais ce serait un one shot, dommageable pour la raison que je viens d'indiquer. Alors, il y avait aussi d'autres, perspectives, c'était de vendre, Bipost qui appartient aussi à l'État, en tout ou en partie, Bon, et c'est pas le moment. Proximus. C'est pas le moment, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, leurs cours sont donc ils braderaient. Donc, alors il y a d'autres boîtes qu'on aurait pu vendre, mais alors c'est l'ancrage belge auquel tu touches. Ici, si tu veux, c'est le triple salto arrière. En fait, l'État se dit: «Je vais avoir le beurre et l'argent du beurre». Le beurre, c'est je vais toucher mes 2 milliards, et l'argent du beurre, c'est je vais garder le contrôle, et en plus, je vais garder mes dividendes. Parce qu'en fait, ce qu'ils voudraient essayer de faire, c'est tout en vendant et donc encaissant 2 milliards ou à peu près 2 milliards,
ils vont se débrouiller pour forcer la banque à augmenter le nombre de dividendes et donc même avec 80 ils voudraient garder autant de dividendes qu'ils en ont eu l'année passée. Après, est-ce que ça se fera aussi simplement que ça? C'est pas évident parce que, par exemple, ici, ils ont voulu s'octroyer un dividende exceptionnel, je parle de l'État et la banque centrale n'a pas aimé. Elle leur a dit: «Écoutez, vous pouvez pas», donc ils ont dû diviser par 2. Ils doivent aussi trouver des gens qui seront intéressés à racheter cette part de l'État. Est-ce que ce seront des investisseurs institutionnels, je sais pas moi, des fonds de pension étrangers ou que sais-je? Est-ce que ce seront des grandes familles belges? Personne ne le sait pour le moment. En attendant, mais c'est vrai que là, une banque publique, bah, c'est aussi un poids justement auprès de la banque centrale. Est-ce que se séparer d'une partie de cette banque, qu'elle soit plus complètement publique, pourrait pas être un frein finalement dans certains financements? Je pense aux communes, aux petites et moyennes entreprises en Belgique et ce genre de choses? C'est un peu le Heu, rôle de Belfius aussi de mmh, soutenir, non, ça c'est un choix de l'objet social de la banque et puis d'autres banques le soutiennent aussi les communes. Alors c'est vrai que Belfius, c'est leur spécialité et ils sont très investis là-dedans. Mais la BCE, voilà, ne voudrait pas non plus que l'État intervienne trop dans la gestion, en imposant, des choses qui seraient pas, bah, par exemple un octroi de dividendes qui met en péril, la stratégie de l'entreprise, l'avenir de l'entreprise et c'est ça qui est embêtant d'ailleurs, je veux dire avec l'État aujourd'hui qui est à 100, c'est que lui, il a une optique plutôt budgétaire, alors qu'on devrait avoir une optique, stratégique. Mais voilà, ils doivent trouver l'argent, il y a pas 20 000 endroits où ils peuvent le trouver et ça, c'est un petit peu c'est un parce qu'en fait, ça met en cause l'avenir même de Belfius puisque si trop d'argent part sous forme de versement de dividendes, bah, c'est la croissance même de Belfius qui est en cause. Sa diversification, le fait de pouvoir ou pas saisir telle ou telle opportunité, tout ça va être, conditionné par, l'argent qui aura été versé à l'État, peut-être trop, j'en sais rien. mais donc si je te suis bien, pour toi, cette, privatisation de Belfius, ça ressemblerait plus à, OK, l'État a besoin de cash et donc ils vont chercher finalement l'entreprise sur laquelle ils ont fait beaucoup de plus-value, hein, on va quand même pas se mentir, et on brade un petit peu, c'est pas grave, récupérer 2 milliards, c'est bien de ce côté-là, mais c'est pour l'argent qu'on le fait et pas dans un objectif de Exactement, oui, croissance. c'est plus une optique budgétaire que stratégique qui est en cours, ouais. Eh ben, merci beaucoup Amine, en tout cas, Merci, pour merci ces Gaëlle. éclaircissements et Merci, rendez-vous la semaine merci. prochaine. À la semaine prochaine, oui, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.